Donc là, on va passer à la communication de Françoise Caprise, qui est gériatre au CHU de Nice, qui va nous parler des neuropathies chez le patient âgé. Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier Frédéric, Marie et toute son équipe de m'avoir invitée et puis surtout de leur accueil chaleureux. Je m'intéresse à la douleur parce que je suis médecin gériatre, bien sûr, d'abord pour la douleur en gériatrie, et je suis aussi algologue et j'ai la chance d'être présidente du CLUD du CHU de Nice, ce qui fait que les gens étaient assez surpris au départ de voir un gériatre, n'est-ce pas, présider un CLUD. Donc c'est une grande victoire pour la gériatrie, on va dire, d'être un peu plus apparente, parce que quelquefois la personne âgée est un peu le parent pauvre. Alors je vais commencer par une définition. Vous l'avez vu avec Frédéric, qui vous l'a dit tout à l'heure, l'allodynie, c'est une douleur causée par une stimulation qui est normalement non douloureuse. Alors, ce sont des définitions assez compliquées et que le patient âgé, bien entendu, ne peut pas appréhender parce que vous avez les dysesthésies, les paresthésies, les hyperalgésies. Enfin, c'est vraiment un vocabulaire qu'il faut qu'on absorbe pour essayer de maîtriser la situation. Et ces définitions, elles s'intègrent bien dans la nouvelle définition du IASP qui date de 2020, qui comprend toutes ces douleurs qui sont quelquefois incompréhensibles pour les autres, mais qui en tout cas sont très bien verbalisées par ceux qui en souffrent. Je reviens sur l'allodynie pour vous dire qu'elle est souvent liée, très souvent liée à une douleur neuropathique. C'est même un des principaux symptômes. En tout cas, on sait que c'est une douleur chronique et que donc on va avoir un traitement antalgique qui va devoir se prolonger dans le temps et cela va poser un problème en gériatrie. Mais aussi, on retrouve l'allodynie dans d'autres pathologies douloureuses chroniques qui sont la migraine, la fibromyalgie. Bien entendu, le sujet âgé est beaucoup moins concerné par ces domaines, mais lui va présenter davantage de douleurs dites mixtes où se mêle à la fois de la nociception et de la douleur neuropathique. On va le voir sur certaines diapos. La douleur est ressentie donc lors d'une stimulation non nociceptive, bien entendu. Il y a 3 types. Vous avez donc l'allodynie mécanique statique, le léger contact sur la peau, c'est ces patients âgés qu'on n'arrive pas à habiller parce qu'ils ne supportent pas un tricot de peau ou une chemise d'hôpital sur leur propre corps. Ensuite, vous avez l'allodynie mécanique dynamique, elle est provoquée par un effleurement sur la peau, on le voit notamment au moment de la toilette pour le passage du gant ou tout simplement de la serviette au moment de cette toilette. Et l'allodynie thermique, c'est les légères variations de température qui causent une douleur alors qu'elles ne devraient pas causer de douleur. Ce sont des températures qui normalement sont supportées. Et là encore, problème pour la douche ou pour le bain. Donc cette allodynie, elle est souvent accompagnée d'une hypoesthésie masquée qui justement ne sera pas obligatoirement évidente au départ. Alors, en gériatrie, l'allodynie est un véritable défi temporel et c'est un risque. Pourquoi ? Parce que j'aime à dire en fait que la gériatrie, c'est une médecine de la fonctionnalité. C'est-à-dire que notre patient âgé, il doit bouger. S'il ne bouge pas, il ne vit plus et on atteint un seuil de vulnérabilité tel qu'il y risque sa vie finalement. Donc on a d'une part une douleur chronique, souvent méconnue, d'autre part un patient qui doit bouger, et vous comprenez que dans ce contexte, on va avoir des problématiques qui cachent quelquefois la douleur, qui sont des troubles de l'humeur, des émotions comme des dépressions, des oppositions, un stress chronique, un syndrome de résignation que vous avez sans doute déjà rencontré auprès de certains patients âgés, des risques cognitifs, on l'a dit tout à l'heure, notamment avec les problèmes de toxicité iatrogène, et on sait que la douleur chronique aggrave les déficiences cognitives. Vous avez également un déclin fonctionnel, une perte d'autonomie et des contre-indications, tout simplement, à certains traitements physiques. Je pense notamment à la thermothérapie. Donc, un impact négatif sur les soins, un impact négatif sur la qualité de vie, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, surtout chez les plus fragiles, bien entendu, et comme corollaire, il faudrait faire une prise en charge rapide, souhaitable. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Alors, quelle est la prévalence de l'allodynie ? On n'en sait rien.
On sait par contre que la douleur neuropathique a une certaine fréquence dans la population générale et qu'elle touche davantage la population âgée. Alors c'est vrai qu'en France, on a une population vieillissante croissante, donc on va être attentif parce que ces patients âgés sont davantage donc susceptibles de développer des douleurs neuropathiques, on va le voir après pourquoi. On a une diminution donc d'efficacité avec le vieillissement physiologique, Frédéric l'a montré, des circuits inhibiteurs descendants, et on a surtout de nombreuses comorbidités. Ce sont chez le sujet âgé que vous allez avoir, par exemple, les algies post-osotériennes. Ça ne survient pas à 20 ans, ça survient à 50, 60, 70, 80. Bien sûr, vous verrez certaines photos. Le diabète de type 2, c'est un diabète du sujet âgé. La chirurgie, bon, le sujet âgé est quand même susceptible d'avoir de nombreuses chirurgies. Et le cancer, bien entendu, le premier facteur de risque, c'est l'âge. Donc, comment fait-on pour la dépister, cette allodynie? Eh bien, tout simplement, c'est l'alerte. Et l'alerte, elle est donnée par le personnel soignant. Être alerté par le langage, être alerté par les mots, par les cris. Et je ne voudrais pas qu'on parle de bruit de fond, parce que vous connaissez tous ces services de gériatrie avec ces bruits de fond, ces cris, ces soupirs. Mais il faut savoir que le cri, c'est peut-être une modalité d'expression de la détérioration, mais c'est aussi un signal d'alerte par rapport à une douleur. Donc je voudrais qu'on soit attentif aussi à des comportements qui sont inadaptés. Par exemple, une attitude antalgique au repos qui ne devrait pas être, ou alors à la toilette, l'habillage, les soins. Ce que je voudrais, c'est que cette alerte, elle soit signalée, qu'elle remonte. En général, c'est ainsi qu'on travaille en gériatrie, c'est-à-dire qu'on travaille en pluridisciplinaire. Et tout le monde a sa part de responsabilité. Le médecin, lui, qui ne passe pas à côté de patients tous les jours, à tout moment, ne pourra pas être alerté si l'alerte ne vient pas de tous les soignants qui sont au quotidien auprès de ce patient. Et après, bien entendu, on enclenche la recherche de la douleur. L'interrogatoire se fait selon certaines conditions en gériatrie. D'abord, il faut éliminer tout facteur de distraction. Et on pose une seule question, on donne une seule instruction à la fois, surtout quand il y a des troubles cognitifs, parce que le patient a des troubles de la mémoire de travail et a des troubles de l'attention-concentration. Et en même temps, vous ne pourrez pas avoir les réponses du coup à toutes vos questions. Donc on précise, et maintenant, est-ce que vous avez mal ? Et avez-vous mal en ce moment? Parce que le patient peut dire j'ai mal, mais j'ai eu mal, ou encore je suis mal. Donc il faut essayer de comprendre sa plainte. Et puis il faut lui laisser la parole, avec peut-être des mots plus simples que des évaluations de type auto-évaluation qui sont parfois complexes pour lui. Et quand je vous touche, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez mal? Et puis montrez-moi où vous avez mal. C'est beaucoup plus facile pour lui de montrer sur son corps que de désigner sur un schéma corporel, ce qui fait très fréquemment, effectivement, mais pour lui, il lui faut des facultés d'abstraction pour comprendre que le corps qu'on lui montre, c'est son propre corps. Et donc, il va pouvoir désigner sur son corps lui-même. On recherche les antécédents ou dans l'histoire de la maladie un contexte étiologique. Vous avez vu que ce contexte étiologique est riche. On l'a vu au travers des 2 derniers orateurs. C'est une véritable enquête. On se transforme en fait en Sherlock Holmes, n'est-ce pas? Et tous les supports vont être utiles, bien sûr, le médecin traitant, le dossier médical, les aidants. Alors, quel est le contexte étiologique? Eh bien, chez le sujet âgé, on s'intéresse au post-chirurgical, puisqu'on sait que, par exemple, la douleur neuropathique, c'est la moitié des douleurs chroniques post-opératoires, et qu'on a des fréquences à peu près de 50% de patients douloureux présentant une douleur neuropathique à 1 à 3 mois après la chirurgie. Il y a la neuropathie diabétique avec des problèmes qui s'installent à bas bruit. Vous avez également les contextes rhumatologiques, je crois que c'est Frédéric qui en a parlé, avec notamment tous les problèmes de radiculopathie, canal lombaire rétréci, sciatalgie chronique, sur pas mal d'arthrose au niveau du rachis. Les pathologies infectieuses, les 2 photos que vous avez, ce sont mes patients qui ont accepté que je les prenne en photo, et ils avaient été adressés à l'hôpital non pas pour un zona, mais pour des plaies qui ne cicatrisaient pas. Et en fait, c'était une des algies, c'était un zona du visage. Et vous avez les plaies chroniques auxquelles on ne pense pas, et le cancer, je crois qu'il a été bien développé. Alors, les plaies chroniques, je voudrais m'arrêter 30 secondes, parce que ces patients âgés ont des gravatisations fréquentes. Les douleurs des plaies chroniques sont souvent multifactorielles, mais comme vous le voyez sur une des photos que j'ai prises chez une de mes patientes, ça correspond à une zone d'amputation.
Et dans cette zone d'amputation, vous avez en périlésionnel une hyperalgésie qui apparaît et une allodynie, ce qui fait qu'en fait, vous avez des critères de douleur neuropathique qui apparaissent au niveau de ce soin d'escar. Et donc, on aboutit ainsi à des douleurs mixtes qui sont complexes et qui vont résister au traitement opiacé. Vous connaissez tous ces patients chez qui on monte la morphine, qui ne sont pas soulagés, qui sont simplement, je dirais, qui ont les effets secondaires des opiacés sans être pour autant plus confortables. Alors, j'ai retrouvé cette étude qui était intéressante dans les annales de dermato de Zen, qui parle de la grande fréquence des douleurs neuropathiques, 58% dans les ulcères de jambes, et seuls 7% des patients ont un traitement spécifique de douleurs neuropathiques dans ces plaies. On les oublie. Le DN4, il existe, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Je voudrais qu'on le regarde maintenant avec l'œil du gériatre, par contre. Donc, le questionnaire DN4, questionnaire seul, le patient âgé, dément, ne peut pas y répondre parce que vous lui parlez de brûlure, de sensation, de froid douloureux, de décharge électrique. Ça va être un peu compliqué pour lui à appréhender. Il faut le dérouler dans l'ensemble. On aboutit donc à l'examen du patient. L'hypoesthésie va être difficile à retrouver. Et vous avez l'allodynie au frottement. Alors, le souci, c'est que l'allodynie, le patient âgé dyscommunicant ne va pas pouvoir le préciser de façon orale. Et ce seul signe clinique positif qui ne fait pas positiver le DN4 du coup, parce que c'est le seul que vous aurez facilement. Eh bien, en fait, ce seul signe clinique positif va être difficile à repérer. Pourquoi ? Parce que le diagnostic positif est clinique, mais on a des difficultés à interpréter certains signaux corporels. Ce sont des comportements déconcertants, des comportements inadaptés. Il va falloir aller chercher la douleur, peut-être la confirmer avec une hétéroévaluation de la douleur comme AlgoPlus ou ECPA si vous retrouvez effectivement des signes d'alerte sur un soin qui ne devrait pas être douloureux, bien sûr. Il n'y a pas de réel outil validé chez le sujet âgé dyscommunicant. Par contre, le rôle des soignants ici, il est vraiment prégnant. C'est vous qui donnez l'alerte. Et à ce moment-là, on va rechercher, dans le cadre d'une action potentiellement non douloureuse, à quel moment est survenu donc ce trouble du comportement. Est-ce qu'il y a eu opposition aux soins? Est-ce que la peau est intègre? Est-ce qu'il y a une plaie en regard? Et puis le bon sens clinique va faire qu'on peut reproduire la douleur en regardant le faciès, les vocalisations, la crispation, l'agitation, l'opposition. Vous retrouvez quand même beaucoup de signes d'AlgoPlus là-dedans. Et si on s'intéressait 2 secondes au refus de soins, l'allodynie, je vous l'ai dit, elle est à l'origine de pas mal de troubles du comportement dans le soin, qui sont encore appelés comportements perturbateurs. D'ailleurs, je n'aime pas tellement ce terme, parce qu'il est très négatif, et il se retrouve en institution gériatrique ou à domicile avec des refus de soins. Il est reconnu à tort comme une agitation. Il est traité comme tel, à l'origine de prescriptions neuroleptiques, qui sont des prescriptions indues, comme vous vous en doutez, à l'origine de iatrogénie médicamenteuse, et aussi de chronicisation de la douleur, puisqu'on n'a pas géré la douleur. Donc, en résumé, il faut avoir une approche proactive. Comportement inadapté, y a-t-il une douleur? La rechercher systématiquement. Est-ce une douleur de type allodynie? Parce que nous faisions un soin. Avoir une écoute attentive, proposer éventuellement des images ou des métaphores, rechercher les pathologies à risque, vous vous rappelez de Sherlock Holmes, faire une hétéroévaluation de la douleur éventuellement au moment du soin, et bien entendu réévaluer les traitements. J'ai mis les traitements au pluriel, pourquoi? Parce que les traitements qui concernent les patients présentant une allodynie sont des traitements qui comportent souvent plusieurs erreurs. C'est dommage. Sinon, je vais vous en parler, c'est pas grave. Je vais vous le dire par voie orale. Donc, c'est d'abord... chez ces patients âgés, l'incidence des fonctions supérieures et des insuffisances d'organes, insuffisance rénale par exemple, pour le choix des traitements, la polymédication avec le risque d'interactions médicamenteuses. Vous avez un underuse sur les médicaments de la douleur neuropathique, ça veut dire une sous-utilisation des médicaments de la douleur neuropathique, une surutilisation des opiacés, et vous avez un misuse, c'est-à-dire une prescription inadaptée dans ce contexte de médicaments pour les pathologies psychiatriques et aussi les oublis des traitements non médicamenteux. Et heureusement qu'on en a beaucoup parlé pendant ces sessions. Donc, en première intention,
Je dirais que pour traiter une douleur neuropathique focale, comme le disent les experts, parce qu'il y a eu un article en 2020 qui portait sur les nouvelles recommandations d'experts sur la douleur neuropathique. Je vous le décris là parce que vous ne l'avez pas malheureusement à l'écran. C'est parce que peut-être je dépasse de 2 minutes. Vous m'avez... c'est ma dernière diapo là. Vous m'avez fermé. Donc première intention, douleur neuropathique focale, c'est les traitements locaux. C'est l'emplâtre de lidocaïne et pourquoi pas le TENS. Ne pas oublier chez le sujet âgé... Oui, allez-y. Chez le sujet âgé, n'oublions pas les douleurs, les prises en charge non médicamenteuses. Hein, ça peut être le TENS, mais ça peut être aussi la musicothérapie, comme nous l'a dit si joliment le violoncelliste de ce matin. En deuxième intention, la capsaïcine. Le sujet âgé est tout à fait apte à recevoir de la capsaïcine. J'en ai adressé au centre antidouleur et ça leur a été d'une grande aide parce que leur vie était vraiment difficile avec un patch de Versatis, pour ne pas le nommer, qui était modérément actif, et la toxine botulique. Si on utilise des traitements par voie générale, en première intention, on retrouve les antidépresseurs, la gabapentine et non pas la prégabaline. La gabapentine, c'est le Neurontin. Mais on l'utilise au départ avec des doses bien inférieures que celles de l'adulte. On commence à des doses, par exemple, de 100 mg. Et en deuxième intention, on peut voir apparaître le tramadol. Nous, en gériatrie, on l'utilise à condition que ce soit sous sa forme pédiatrique, où une goutte égale 2,5 mg de tramadol. Et là, je vous assure que la tolérance est totalement différente par rapport aux autres traitements qui sont donnés, vous savez, à dose fixe. Voilà, je m'arrête ici en conclusion. Donc, le patient âgé, ça doit être un véritable partenaire de soins. Et l'information doit remonter parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire. L'allodynie, c'est une douleur chronique. Vous comprenez donc l'importance de l'impact dans la vie quotidienne du patient. En tout cas, croire que l'autre, ce patient âgé, difficile à comprendre, a mal, s'il nous le dit ou s'il nous le fait comprendre, c'est vraiment une des conditions indispensables au traitement de la douleur. En gériatrie, on a 3 critères: soulager, maintenir la fonction, éviter la iatrogénie. Et finalement, eh bien, on intègre tous ici une certaine culture de la douleur. Et je vous remercie de ne pas oublier les patients âgés.